Écoute Alexis, merci d'être là. Ravi d'être là. Bienvenue sur le podcast de Tech Generation. Donc. Aujourd'hui avec toi, on va parler d'agent IA. Waouh. Et donc, comme le veut la tradition, allez, que je te répète pour toi et pour les gens qui nous écouteraient peut-être pour la première fois, je vais te poser une question et tu vas essayer de m'y répondre en 3 niveaux, enfin à trois Jérémy différents. Le premier Jérémy aura une dizaine d'années, un enfant donc. Avant on disait 6-7 ans, mais on a grimpé un peu parce que voilà, il faut quand même comprendre 2-3 concepts. Ah, sinon c'est compliqué. Voilà. Le deuxième Jérémy aura entre 18 et 20 ans. Il sera au début de sa vie professionnelle. Il arrivera en stage chez toi, par exemple. Et le troisième Jérémy aura plutôt 45-50 ans. Et je te mettrai un peu de contexte au fur et à mesure. Voilà. Donc, Super. on va pas parler de toi tout de suite. Faut pas. Par contre, si on trouve que t'es sympa, on parlera un peu de toi après. Du coup, ça risque de pas être le cas. Voilà. Du coup, je te pose cette fameuse question. Alexis, les agents IA, est-ce que ça va être pour nous des formidables assistants ou plutôt des collègues un peu toxiques ? Alors, Jérémy. Et donc, j'ai 10 ans. 10 ans. Pour reprendre l'allégorie de la toxicité un petit peu. Alors, Jérémy, un agent IA, c'est un peu comme un serveur dans un restaurant. Si tu sais pas quoi manger, il peut te faire des super suggestions, te proposer des frites, le petit menu enfant, tout ça. Par contre, s'il connaît pas tes allergies, ça risque d'être un peu compliqué. Du coup, l'IA, c'est un peu la même chose. Il faut lui expliquer des choses. Il faut lui dire deux, trois éléments pour qu'il puisse un tout petit peu affiner ses propositions. Et si on affine bien les choses, ça peut être un super serviteur, l'IA. Par contre, c'est rarement un très bon maître. Donc, il faut pouvoir un tout petit peu prendre des pincettes quand tu reçois ce qu'il te raconte. Ok, trop bien. Et alors, donc, il peut me conseiller au restaurant. Mais bon, moi, j'ai 10 ans, je commence à avoir un peu entendu parler de l'intelligence artificielle. Je commence à comprendre un peu, ou pas d'ailleurs, je sais pas trop. Mais par contre, un agent IA, du haut de mes 10 ans, je comprends pas trop ce que c'est encore. Bah écoute, l'agent, ce qui est super, c'est que du coup, tu lui racontes plein de choses. Tu lui poses des questions, tu lui proposes des petits jeux, tu lui montres des visuels, des images, tu lui fais écouter des choses. Et en croisant toutes ces choses-là, en les recoupant, comme quand tu prends 2 couleurs, tu lui donnes du bleu et du jaune, bah bien entendu, il te propose une 3e couleur. Quand tu lui montres un visuel ou que tu as envie d'écouter une histoire, tu lui proposes un thème et il va t'inventer une histoire. C'est ça qui est bien avec l'agent, c'est que tu lui proposes des choses différentes, tu lui montres des choses différentes et il arrive à en faire une proposition qui est couplée, quelque chose qui se rejoint, quelque chose qui peut aussi, s'il est suffisamment entraîné, bien correspondre à ce que sont tes goûts, tes besoins et tes allergies, par exemple, dans le cas d'une proposition au restaurant. Top. Mais toujours encore pour aller un peu plus loin. Donc nous, on nous a montré à l'école, on nous a montré ce que c'était que GPT. Puis je vois mon grand frère et ma grande sœur qui passent leur vie dessus. Donc je commence à comprendre un peu. Mais l'agent, il n'est pas encore très clair pour moi. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon chat GPT à moi, est-ce que c'est un agent ou est-ce que c'est encore autre chose, un agent ? Alors, dans le cas de ChatGPT, cette intelligence-là fonctionne avec des mots, surtout, ou en tout cas travaille sur la base des mots qu'il a déjà lus. Ça, c'est ChatGPT. Donc, tu écris, tu proposes quelque chose et ChatGPT, de manière rétrospective d'une certaine façon, te propose des solutions, te propose des images, te propose des histoires et te propose des solutions. Un agent, en particulier, c'est finalement comme des briques de Lego que tu ajouterais sur cette intelligence-là. C'est-à-dire que, tu sais, dans ton jeu de Lego, tu as la plaque de départ sur laquelle tu mets tes petites briques. Et ben, cette plaque de départ, c'est l'intelligence de OpenAI et ChatGPT en particulier. Les agents, ce sont des briques que tu ajoutes qui peuvent avoir une fonction précise, qui peuvent, du coup, dans le cas du serveur, te proposer un menu, qui peuvent, dans le cas d'un conteur d'histoire, te proposer une histoire, qui peuvent, lorsque tu lui donnes une image, te proposer une image. Mais si tu lui as pas dit à ChatGPT que tu vas aller dans telle direction, donc utiliser
tel agent, il ne pourra pas te proposer des solutions très spécifiques. Donc, à nouveau, ce fameux serveur, voilà, il a été engagé, on l'a formé, il a goûté les différents plats, il est aussi là pour t'accompagner dans ton parcours dans le restaurant, il va te montrer un petit peu où se trouve quoi avant de te proposer peut-être le menu qui te correspond. Donc cet agent-là, ce serveur-là, c'est un peu un agent. Et il y a des agents de tout type. Il y a des agents pour te proposer des menus, il y a des agents pour te proposer des musiques. Il y a aussi dans le cadre professionnel, tes parents peut-être travaillent dans des sociétés qui utilisent des agents, il y a des agents qui ont été entraînés pour faire des tâches spécifiques. Comme toi, est-ce que tu fais du sport, Jérémy ? Très peu, enfin pas assez, mais bon. En tout cas, dans ton sport, effectivement, toi et tes copains, vous vous entraînez parfois. Et ben, un agent, c'est pareil, il s'entraîne. Sauf que tu ne demandes pas à un agent qui fait du foot d'aller faire de la natation. C'est un peu pareil. C'est ça un agent. C'est un profil d'intelligence qui est orienté vers un but particulier. Et il est comme surentraîné par l'intelligence artificielle. Ah, je comprends mieux. Même le Jérémy de 38 ans comprend un peu mieux, tu vois. Enfin, non, disons que j'ai une nouvelle image. Non, en fait, donc, dans le cadre de notre serveur, par exemple, l'IA, donc OpenAI, c'est l'être humain. Et l'agent, c'est le serveur. C'est-à-dire que c'est son métier, finalement. C'est le fait qu'il sache faire ce métier. Ouais, et il s'avère que même parfois, ce qui est super, c'est que tout comme dans une équipe de foot ou de basket, imagine qu'il y a plein d'agents, et c'est tous les joueurs. Et ces joueurs, quand ils jouent ensemble, ils sont encore meilleurs, finalement. Ils arrivent à aller plus loin, ils arrivent à aller plus vite, ils arrivent à aller plus haut. Et c'est un peu pareil avec l'intelligence artificielle. Les agents se parlent entre eux, jouent entre eux, se font des passes, courent dans des directions qui sont similaires ou peuvent s'opposer et du coup créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est un peu pareil avec l'intelligence artificielle. Comme dans une équipe de foot, chacun a son poste. Donc, chacun a été entraîné pour atteindre un objectif spécifique. L'attaquant, il va marquer des buts. Le défenseur est là pour empêcher l'autre équipe de marquer des buts. Et si tu les mets dans la même équipe, donc deux agents différents, deux joueurs différents, peut-être que un nouvel objectif va donc on va bientôt voir des robots intelligence artificielle jouer au basket. Ça existe déjà, tu me diras. Ça existe déjà, ouais. Ok, bon, espérons qu'on continue à préférer voir des vrais êtres humains jouer au basket quand même. Peut-être un jour on verra les deux. Mais ouais, peut-être qu'on verra les uns jouer contre les autres, peut-être. Écoute, je te propose, Alexis, que puisqu'on a plein de sujets hyper intéressants là, je vais grandir un peu. Je vais avoir 19-20 ans et puis disons que j'arrive en stage chez toi, par exemple, chez Resilient. Tu nous en diras un peu plus après. Ouais. Donc, continuons là-dedans. Peut-être, alors j'ai plein de questions à te poser, mais la première question que j'ai à te poser, c'est moi, on m'a dit que je pouvais faire ou entraîner mon propre agent. C'est possible ça, sans avoir plus de compétences informatiques que ça ? Oui. Et c'est tant mieux parce que du coup, tu pourras être encore meilleur dans ce qui constitue tes forces propres. C'est-à-dire qu'un agent, tu peux effectivement l'entraîner si tu lui donnes les bonnes informations, déjà. Si les sources sur lesquelles tu veux qu'il te réponde sont les bonnes. Par exemple, sur ChatGPT, comme le chat de Mistral, l'intelligence humaine relève du prompt, du brief, des recommandations que tu fais à l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cadre, tu peux assumer un rôle particulier, vouloir utiliser des méthodes spécifiques, orienter le livrable ou en tout cas le format de la réponse que tu souhaites avoir. Et en fonction, l'intelligence artificielle te propose du coup des réponses. Ça, c'est la première manière par laquelle tu peux finalement construire ta propre intelligence artificielle, ton propre agent basé sur l'IA, en l'orientant sur des bases, des sources, des méthodes spécifiques. Ensuite, ce qui est bien avec cet agent, c'est qu'il apprend de son histoire, il apprend de ce que tu lui as déjà raconté.
Donc, à l'instant T+2, ce qu'il va te proposer, c'est en partie influencé par ce que vous avez pu vous dire à l'instant T. Donc, ça, c'est super parce que d'une certaine manière, il s'adaptera à toi, à tes objectifs, à ta manière d'être, à ta manière de faire. Et en plus de ça, petit à petit, alors que finalement, cette intelligence artificielle progresse aussi, que OpenAI ou Mistral progresse, ben, ton agent, il vient assimiler, il vient recevoir, il vient entendre de nouvelles choses et donc il peut aussi s'affiner comme ça. Donc tu peux effectivement entraîner ton agent et tu peux l'entraîner enfin, pour qu'il te serve sur différents pans de ta vie perso, ta vie pro, ta vie aussi pour être plus efficace avec tes proches ou tes collègues. Et en l'entraînant, finalement, ce qui est assez intéressant, mais peut parfois faire un peu peur aussi, c'est que tu donnes à l'intelligence artificielle matière à réfléchir encore mieux. C'est-à-dire que tu l'aides à recroiser des opinions, des manières de faire, des méthodes émanant de plein de sources et de gens. Et du coup, cette intelligence étant en capacité de tout traiter, elle va du coup digérer avec de plus en plus de matière. Okay. Et alors, avant de parler de la toxicité, juste pour être sûr, donc, si je comprends bien, le niveau 1 de mon agent IA, finalement, c'est mon propre GPT. Alors, je prends toujours l'exemple de GPT, mais c'est n'importe quel IA, enfin, n'importe quel LLM, donc GPT, Mistral et tous les autres. Mais c'est mon propre GPT auquel j'ai activé la mémoire. Et moi, par exemple, donc là, je sors de mon rôle 2 secondes, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'ai activé la mémoire et je passe du temps à lui apprendre à mon GPT. Et donc maintenant, il sait, comme je parle, il sait que j'ai une entreprise qui s'appelle The Tech Nation, etc., etc. Et donc, toi, tu considères que mon GPT entraîné pour Jérémy, c'est déjà un agent? C'est d'une certaine manière déjà un agent. Et si tu veux le rendre encore plus performant, tu rajoutes... Alors, tu peux rajouter ton historique de données, ton historique d'action, ton historique de très concret lié à tes propres documents, tes propres analyses, tes propres bases de données, d'une certaine manière, diverses et variées, dans le cadre professionnel comme personnel. Hein. Et sur cette base-là, il va donc s'affiner par nature, enfin par défaut. Après, par contre, tu peux également coder sur cette même mémoire, sur ce même historique, ajouter des facteurs d'influence qui viendront du coup customiser, enfin personnaliser cette intelligence artificielle-là. Et à ce moment-là, pour le coup, on considère que c'est un vrai agent comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est en capacité de pouvoir être hyper personnalisé. Donc sur la base des sources, mais aussi sur la base de tes développements, de ton site internet, dans le cadre de The Tech Nation, dans le cadre aussi de tes relations, peut-être donner du contexte sur ces mêmes relations. Et du coup, cette intelligence artificielle-là, elle vient mieux se former. Ok, donc l'agent, c'est donc une IA auquel on a appris beaucoup de choses sur un sujet pour qu'elle soit spécialisée dans un sujet. Ouais. Ok, super. Et du coup, la question qui vient maintenant, c'est la question première. Et là, Jérémy, 18-19 ans, il a envie de te dire, mais ok, c'est génial, c'est trop bien, mais du coup, il va faire le boulot à ma place. Et on va même pas parler... j'allais faire une mauvaise comparaison en utilisant l'expression le grand remplacement, mais on va pas partir là-dessus. Grand remplacement des IA, peut-être que ça devient... Enfin, c'est déjà un peu un sujet, ça viendra peut-être encore un peu plus. Non, sans aller là-dedans, qu'est-ce qui fait justement que ça peut être un formidable collègue ou un collègue toxique? Ça peut être appréhendé sous différents... Cette question peut être vue sous différents prismes. Déjà, on va redonner l'adage classique qui est de se dire que l'IA ne va pas nous remplacer, mais on sera certainement remplacé par des gens qui savent l'utiliser. C'est la fameuse phrase des professionnels qui souhaitent
qui souhaitent parler de l'intelligence artificielle et l'amener certainement dans leur organisation ou à minima dans leur méthode de fonctionnement du quotidien. Voilà, faut être un petit peu rassuré pour la bonne et simple raison que l'IA aujourd'hui a des capacités de traitement de la donnée très, très, très inférieures à celles de l'être humain. Le Jérémy de 7 ans a certainement traité des données infiniment plus nombreuses que cette intelligence artificielle. Donc, il faut pouvoir relativiser un petit peu. Non pas uniquement parce que l'intelligence artificielle est récente, mais aussi tout simplement parce que le Jérémy de 7 ans et toi, Jérémy de 19-20 ans, vous touchez des choses, vous sentez des choses, vous vivez des choses, vous percevez des choses, vous avez des émotions, choses que l'intelligence artificielle, a priori, ne s'est pas encore trop expérimentée. Donc, déjà, il faut relativiser et un petit peu prendre de la hauteur par rapport à ça. Ensuite, effectivement, et comme on s'en parlait avec le Jérémy de 7 ans, l'intelligence artificielle n'a pas toujours l'entraînement suffisant ou l'entraînement adéquat pour répondre à ta question, à ton besoin, adresser tes objectifs, être en mesure de servir tes propos. Du coup, effectivement, dans un tel cadre, l'intelligence artificielle peut avoir des externalités négatives et elles peuvent être importantes sur ta vie perso, sur ta vie pro. On a plein d'exemples déjà qui restent peut-être anecdotiques en l'état, mais de professionnels qui ont utilisé l'intelligence artificielle dans des cadres publics et se sont révélés se tromper dans l'univers du juridique, dans l'univers même de la finance, dans l'univers aussi de l'entrepreneuriat, bien sûr, que je connais bien. Donc, effectivement, si l'intelligence artificielle est un très bon serviteur, à nouveau, pas sûr que ce soit le meilleur des maîtres. Mais, donc, il y a déjà cet aspect-là. Ensuite, évidemment, si on prend plus spécifiquement l'approche presque technopolitique de l'intelligence artificielle, il est clair que la gestion et la manière de rationaliser ses sources, la manière aussi de valoriser ces sources aujourd'hui, mais surtout demain, la manière par laquelle la création aussi va continuer de pouvoir exister en soi, sans forcément être influencée ou canalisée par l'intelligence artificielle, ça c'est, je pense, les grosses questions pour demain. Et dans un tel cadre, se dire que effectivement, les restrictions de l'intelligence artificielle, en l'état, peuvent déjà amener de la toxicité, mais demain peut-être encore plus, parce que justement, si l'intelligence artificielle nourrit l'intelligence artificielle et que finalement l'humain est moins en mesure de pouvoir, j'ai pas envie de dire réguler, parce que c'est peut-être pas le bon terme, et d'autant moins aujourd'hui, mais perd de sa capacité à canaliser un petit peu la dynamique relative à l'intelligence artificielle, là peut-être cette toxicité augmentera. Mais on peut aussi se dire que justement, et contrairement, l'humain se faisant de plus en plus sachant sur ces sujets-là, étant en mesure de pouvoir aussi gagner à connaître de nouvelles techniques, arrivera justement à utiliser l'intelligence artificielle à des fins très positives, et on l'espère, on le voit déjà dans la médecine, on le voit déjà dans divers domaines, que ça amène des bénéfices forts. Donc, effectivement, cette toxicité est possible, et elle est déjà un fait dans certains domaines, sur certaines questions, à travers certains usages. Non sans parler d'usages plus noirs, mais militaires entre autres, des cybermenaces, tout ça. Mais in fine, l'humain est résilient et est en capacité d'absorber les chocs d'une certaine manière. Et clairement, l'IA est un choc révolutionnaire, et il faut être en mesure de l'absorber. Et c'est, je pense, quelque chose qui pourra tirer l'humanité vers le haut. Enfin, du moins, faut toujours un peu la même conclusion à ces questions. Si l'humain fait bien son boulot, normalement, l'IA devrait pas partir dans tous les sens. Et je me dis même, puisque j'ai 18 ans au moment où on parle, que c'est un peu sur mes épaules à moi, quoi. Enfin, sur les épaules de ma génération, finalement, puisque je me dis que si on apprend à travailler avec correctement, et comme toutes les révolutions technologiques,
les humains vivront bien avec. Bah ouais, comme les Pas de raison d'avoir calculatrices. si peur, exactement. On a pu faire des choses incroyables avec les L'électricité, calculatrices. l'Internet. Et ça n'empêche qu'avec etc. la calculatrice, on a pu aussi, je sais pas si tu le faisais, mais moi, clairement, j'avais mon petit boîtier de calculatrice, et derrière ce boîtier, j'écrivais mes petites anti-sèches. Bah, c'est un peu pareil avec l'IA aussi. On peut l'utiliser en soi, mais on peut aussi en faire un usage qui est partiellement détourné. Non pas que ça m'ait pas servi de mettre mes anti-sèches pour passer mes concours et mes examens, mais je veux dire, finalement, ça repose sur nos épaules et je pense aussi sur les épaules en partie de nos décideurs, parce que ce sont eux qui, d'une manière plus infrastructurelle, viennent influencer les développements, viennent les orienter, du coup, dans telle ou telle direction. Et on voit que les initiatives, entre les initiatives chinoises à la DeepSeek, les initiatives françaises à la Mistral ou européenne, les initiatives à l'américaine telle OpenAI, on voit à quel point elles commencent un petit peu à diverger. Elles commencent à prendre des directions différentes et en termes... Ouais, et c'est à la fois pour le mieux parce qu'on sera en capacité de pouvoir arbitrer quant à la typologie d'intelligence artificielle avec laquelle on a envie de travailler en tant que citoyen d'une certaine manière, de travailler mais de vivre aussi. Ça nous permet aussi de pouvoir finalement comparer et du coup peser le pour et le contre de chacune des intelligences artificielles et des agents qui sont construits sur ces dernières. Mais c'est effectivement notre sort. Il faut se responsabiliser en tant qu'humain, en tant que citoyen, en tant que votant aussi. Enfin, il faut pouvoir amener en responsabilité des représentants qui seront en mesure de pouvoir nous aider collectivement à mieux utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est certainement l'un des grands enjeux des années à venir, je pense. Ouais, tout à fait. Je disais il n'y a pas longtemps que c'est le moment, une des premières fois où ça vaut le coup d'être un peu patriote tech, en faisant l'effort d'utiliser plus le chat pour lui donner... Enfin, plus le chat. Bon, à titre perso, dans ma balance, j'essaye d'utiliser de plus en plus le chat, même si j'ai beaucoup d'habitude avec GPT, parce que plus on l'utilisera, plus ça lui donnera de la puissance, et donc plus notre modèle européen aura raison d'être. Ouais, la souveraineté, c'est un vrai sujet. Dans la tech et l'IT en particulier que je commence un tout petit peu à comprendre. Le numérique draine de multiples enjeux de souveraineté. Et ce n'est pas que du fait de développement technologique, mais aussi d'une réalité très, très tangible et très sensible. L'intelligence artificielle, ce sont des serveurs, ce sont des câbles, ce sont des infrastructures, c'est du physique. Pour créer les ordis, les téléphones qu'on a dans les mains, ce sont des composants, c'est des terres rares. Ces terres rares, elles existent dans un lieu donné, elles sont extraites par des personnes particulières. Et collectivement, il faut être en mesure de pouvoir le comprendre, ça aussi. Et ne pas toujours... s'extraire de ce réel-là quand on appréhende des sujets technologiques, quand on appréhende des sujets IT, c'est très très important. Dans une logique souveraine, certes, mais une logique environnementale et écologique en particulier aussi. Quand on pense intelligence artificielle, on pense à ses impacts, on en parlera peut-être tout à l'heure, on pense à ce que ça veut dire en termes d'externalités négatives quand même. Et pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est la raison même pour laquelle, effectivement, il en vient peut-être d'appréhender ce sujet-là à travers un prisme qui est moins... libertarien, c'est du réel, c'est du concret, c'est là, c'est comme cette table qu'on touche, l'IT, la tech, l'intelligence artificielle. Donc, et il faut être conscient de ce que ça induit en termes d'horizon, enfin de possibilités, mais aussi en termes de risques. D'où l'influence publique qui doit absolument, je pense, canaliser tout ça d'une certaine manière. Ok. Pardon, je diverge un petit peu. Non, mais c'est hyper intéressant. Parce qu'on parlait de toxicité aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est la dualité entre les deux. Mais de toute façon, dans ce podcast, on a toujours cette dualité parce que même quand on est très AI enthousiaste, on peut pas ignorer le fait qu'il y a des changements structurels en cours et ça génère beaucoup de stress chez beaucoup de personnes. Probablement plus à raison qu'à tort, mais en tout cas, il faut en être conscient. Ouais, parce que la transformation est un sujet qui en soi draine beaucoup d'émotionnalité. Le changement,
On en a peur, l'homéostasie, la fameuse peur du changement. Pourquoi ? Parce qu'on se projette dans le futur avec des considérations du passé, parce que on a envie, pour créer de la nouveauté, d'utiliser des méthodes qu'on a éprouvées dans le passé. Et donc, la transformation, et en termes IT Tech en particulier, il faut comprendre que on n'y est pas tous, on n'a pas tous la même capacité d'absorber cette transformation-là. On n'est pas tous égaux face à la transformation et à l'intelligence artificielle en particulier. Je ne parlerai même pas de fracture numérique, parce que ça, c'est même pas un sujet. On pense déjà à notre pays, mais à d'autres aussi. On n'est pas tous égaux par rapport à l'accès à la capacité d'accès. Comme si paradoxalement, l'IA, et notamment avec son accès voix, va rebattre les cartes. Moi, je parlais il y a quelques semaines, j'étais à Casablanca avec un certain nombre de personnes et qui disaient que le Voice AI permet de mettre de l'IT finalement grâce au téléphone, à WhatsApp, etc., de manière plus lissée qu'avant. Ouais, parce que il y a une forme de désintermédiation dans la relation à l'AI, si on peut le dire ainsi. Et ça, c'est vrai que c'est très positif, je pense, pour l'humanité. On vient de savoir comment est traitée cette voix. De toute façon, on n'arrivera pas à avoir les bonnes réponses aujourd'hui, toi, moi, a priori. Oui, c'est super excitant. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. On est dans une phase folle. Ça va, en plus, ça bouge de manière très, très rapide, plus que n'importe quelle autre révolution, j'imagine, qui s'est produite par le passé. Regarde, il y a 2 ans, on ne se serait pas projeté dans une telle réalité technologique, je pense. Non, tout à fait d'accord avec toi. Alors du coup, pour aller sur le troisième Jérémy, donc là j'ai bientôt la cinquantaine. Je suis, je sais pas moi, CEO d'une banque, tiens. Et là, la question que je te pose, c'est je te dis, Alexis, en fait, moi j'entends beaucoup parler des agents. Il y a même de plus en plus de personnes qui disent que dans pas très longtemps, il y aura plus de SaaS et beaucoup d'agents, par exemple. Alors, je sais pas si toi tu crois en ça ou pas. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Moi, dans ma banque, ils sont gentils les agents, mais mon activité d'aujourd'hui, elle peut pas se transformer du jour au lendemain. Qu'est-ce que je dois faire ? Question super complexe, et j'ai certainement que des réponses biaisées à t'apporter. Déjà, l'intelligence artificielle est influencée par, on y revient un peu, mais des données spécifiques. Il faut être en mesure de bien collecter ta donnée à toi, liée à ton business spécifique, pour être en mesure de déjà comprendre comment l'intelligence artificielle pourrait t'aider, toi. Donc, bien collecter la donnée. C'est-à-dire qu'en termes technologiques, bien l'étiqueter. Telle donnée correspond à tel sujet et avec tel objectif dans son usage précédent. Donc, il faut être en mesure de bien collecter la donnée. Tout comme dans une bibliothèque, finalement, tu viens classer tes livres. Ensuite, pour être en mesure de la digérer de manière adéquate, à nouveau, il faut amener les bonnes sources, les bonnes méthodologies pour retraiter cette donnée. Et après, je pense qu'il y a un parallèle. Donc, laisser l'intelligence artificielle peut-être déjà réfléchir ta donnée. Il y a un parallèle qui relève bien entendu de tes objectifs et des équipes ou des méthodologies par lesquelles tu les adresses aujourd'hui. Et voir dans quelle mesure, à ce niveau-là, ces méthodes peuvent être optimisées en posant un pied devant l'autre, en analysant telle méthode ou aidé par les AI pour se faire essayer d'amener des optimisations par rapport à ces différentes méthodes. Construire peut-être des agents spécifiques à chacune de ces méthodes, peut-être à chacun des départements, essayer de créer des forums au travers desquels tes équipes peuvent utiliser
l'intelligence artificielle, non pas uniquement individuellement, mais collectivement, pour nourrir, du coup, ces mêmes agents. Et ainsi, sur la base d'objectifs clairs, amener les AI à t'aider à les adresser. En parallèle, bien entendu, de pouvoir utiliser cette intelligence pour être en veille permanente, je pense, être alerte sur tout ce qui peut se passer dans ton domaine, mais aussi dans des domaines connexes, voire dans toute autre thématique, influencer ta manière de voir les choses, voir le futur de ce que seront les consommations liées enfin, les usages relatifs à ton activité, et ainsi peut-être entraîner les agents non pas à faire le présent, mais peut-être d'anticiper le futur. Et surtout, à nouveau, comme acculturer l'organisation de tes équipes à pouvoir l'utiliser. Parce que, on se le répétera jamais assez, mais ça vient augmenter les capacités de l'humain plus que le remplacer, a priori. Et du coup, tu penses que ces agents vont, finalement, leur avènement en quelque sorte, vont changer notre façon d'utiliser les services, du coup Internet, etc. Est-ce que par exemple, mes clients, donc moi aussi, toi, enfin les usagers d'une banque, vont bientôt se connecter sur le portail de leur banque et puis taper une question ou poser une question comme ils la poseraient à un conseiller, aussi fluide, enfin de manière très différente qu'aujourd'hui finalement. Tu penses que c'est quelque chose vers lequel on va, toi ? Je pense que oui, l'approche d'assistance finalement reste, enfin pendant un petit moment, je pense, sera le premier cas d'usage à échelle de l'intelligence artificielle, un assistant spécifique à tel ou tel domaine pour agir sur tel ou tel effectivement livrable ou adresser tel service spécifique dans le cas de ta banque, opérer un virement. Dans le cas de services technologiques, commander telle ou telle chose sur tel ou tel site, ça effectivement, ce sera fait a priori demain par des agents, et ceci dans une logique de désintermédiation maximale finalement, avec un seul input, un seul contact, être en mesure de procéder à des actions qui ont des impacts sur différents points de contact. Et c'est là où l'intelligence artificielle va vraiment transformer nos usages du quotidien. Même, je pense, dans des espaces physiques qui auront du coup qui intégreront des intermédiaires certes tangibles, mais qui traiteront ton besoin via l'intelligence artificielle pour ensuite déclencher à nouveau des actions diverses. Mais effectivement, le challenge de demain est de rendre interopérationnel toutes les parties, tous les acteurs qui pourront te permettre d'accéder aux services. Parce que j'imagine que dans ta banque, l'acte de communication d'un transfert va ensuite être envoyé à je sais pas, tel ou tel compte, compte A, compte B, compte C. Peut-être que tel compte va vouloir passer par telle politique de sécurité avant d'opérer ce même transfert, alors que tel autre compte peut-être va passer par tel autre va vouloir être traité via tel autre critère, que peut-être les contraintes fiscales seront différenciées. Et c'est là où en fait l'intelligence artificielle a encore beaucoup à apprendre, du fait que voilà, il y a quand on agit en tant qu'humain, c'est pas unidirectionnel. Il y a plein de facteurs d'influence et plein de facteurs environnementaux qui viennent du coup impacter cette action. Là, tu vois, on se parle, j'ai mes coudes sur une table, ce qui me permet de faire tel geste. Si j'avais pas la table, je pourrais pas faire tel geste, sauf que telle table, elle repose sur tel support. Enfin, c'est un peu pareil. Et dans un cadre bancaire, financier, j'imagine que c'est que les points de contact sont d'autant plus nombreux. Forcément. Ok, cool. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour autour de ces agents. Bon, donc on aura compris qu'autour de cette table, on est plutôt enthousiaste à l'idée des agents AI, mais
puisqu'on est encore des êtres humains, on a le droit d'avoir notre avis, nous. Alors Il faut être de la nuance. l'IA, on lui demande pour l'instant de ne pas l'avoir trop. Mais... Ok, trop bien, Alexis. Est-ce que du coup, maintenant, je te propose qu'on passe à toi? Oui. La question que j'aime bien poser, moi, c'est comprendre quel est le chemin qui t'a emmené jusqu'à aujourd'hui. Tu peux peut-être nous faire d'abord l'intro de ce que tu fais. Donc, tu vas nous parler forcément de Resilient. Et puis après, faire un peu de chemin arrière et nous expliquer comment t'en es arrivé là. Quel est le parcours? Avec plaisir, merci de me poser cette question. Je viens d'un petit village d'Alsace. Mes parents étaient profs de sport. Je viens d'une famille très très sportive. Mes sœurs aussi ont fait du sport de haut niveau. Et me concernant, j'ai toujours été drivé par cette influence sportive, ce qui m'a amené à faire un peu de basket à un moment dans ma vie et également à ensuite essayer de toujours me remettre en question, générer des nouveaux possibles, dirons-nous. Et c'est ainsi que j'en suis arrivé à faire une école de commerce. Là, pour le coup, c'était un peu parce que je savais pas trop quoi faire d'autre, mais en l'occurrence, après ça, surtout, je suis passé par des industries assez différentes. J'ai commencé dans le secteur de l'entertainment, le secteur de l'entertainment le plus shiny qui soit, le cinéma, les contenus audiovisuels, les contenus musicaux. C'était tout simplement des passions que je voulais finalement faire mon quotidien. Et de fil en aiguille, finalement, au moment où l'entertainment se transformait et se digitalisait, j'ai été amené à bosser sur des sujets entertainment, mais beaucoup plus en ligne, pour des plateformes de vidéo à la demande, des plateformes de musique en streaming, des pure players digitaux dans le contenu audiovisuel. Ce qui m'a amené à gagner en connaissance sur des sujets tech auxquels finalement j'étais pas tant exposé que ça précédemment, en termes professionnels, j'entends. Et du coup, j'ai bossé en tant que consultant ensuite pour différentes startups et scale-up, à un moment où tout le monde voulait être le Netflix Le Netflix de quelque chose. Le Netflix de quelque chose. Il s'avère que j'ai un peu bossé sur ces sujets, donc j'ai pu amener un moment, et en toute humilité, une forme d'expertise à des acteurs tech, ce qui m'a amené à créer une agence de conseil en business stratégie, qui du coup travaillait sur des thématiques de transformation digitale amenant à des consommations et des usages différents, notamment des usages récurrents, et en particulier dans l'industrie de l'entertainment, avant de créer Resilient, qui était au départ une agence du coup de conseil, qui était un spin-off de mon agence de conseil précédente en business strat, mais avec une coloration plus durable, d'où le naming. Cette coloration durable, on voulait l'amener à la fois dans la manière dont on appréhendait nos thématiques, nos projets, mais aussi surtout dans la manière dont on adressait les livrables sur lesquels on travaillait. Ça, c'était 3 mois avant le Covid, je pense. Donc, tu auras compris la suite. Alors qu'on s'était lancé avec Quentin, du coup, cofondateur de Resilient, sur ces sujets-là, avec de super premiers contrats, de super premiers clients qui venaient de nos réseaux, qui nous mettaient bien à l'abri. Il s'avère que lui, comme moi, attendions des enfants, très bien, ça prend une belle direction. Covid. Et là, nos contrats tombent à l'eau, nos projets tombent à l'eau. Donc, il a fallu se transformer. Et c'est dans le thème. On a du coup switché par le hasard du destin, grâce à un client qui nous a permis, ou du moins qui nous a évoqué ses galères. Parce que ses équipes partaient en remote, parce que ses équipes avaient besoin de matos informatique, parce que ses équipes avaient de nouvelles contraintes d'usage de leur poste de travail au sens large et d'accès à leurs environnements de travail au sens large. Et ça nous a amené à se rendre compte du levier très très pragmatique en termes de durabilité, mais surtout d'efficience, qu'était le parc informatique et sa gestion. Et c'est ainsi qu'on a lancé Resilient en bonne et due forme en 2021 comme projet de
visant à simplifier tout ce qui relève de la gestion d'un parc informatique. Ok, vaste sujet. Très vaste sujet qui du coup touche à plein de thématiques. Je pourrais t'en parler plus en détail. Si tu Bah ouais, avec plaisir justement. Et puis, puisqu'aujourd'hui on a parlé agent, c'est pas complètement par hasard. C'est parce que chez Resilient, vous avez une actu autour des agents ou d'un agent. Et si tu peux nous en parler un peu. Et comme ça, en plus, c'est un peu le moment pub, mais ça nous permettra aussi de... Je trouve qu'il y a un cas d'usage très concret là. Moi, tu me dis gérer mon matériel informatique et je comprends que c'est de l'IT, je comprends que l'IA c'est cool, mais j'ai pas encore complètement fait le lien. Bah oui, c'est très intéressant du coup comme sujet parce que déjà intellectuellement c'est très riche et c'est d'autant plus ça s'est révélé d'autant plus riche aux yeux de Quentin et moi quand on a analysé le marché en bon consultant qu'on était. Marché très profond bien entendu avec des services divers, fragmentés pour le coup. Propriété d'acteurs relativement old school, qu'on se le dise. Et ces acteurs, que font-ils ? Ils fournissent des parcs informatiques, en leasing comme à l'achat, on le fait. Ils enrôlent ou intègrent ces matériels ou objets connectés dans des infrastructures technologiques, dans des environnements de travail digitaux spécifiques, c'est ce qu'on fait. Et après, ils gèrent tout le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en sécurité aussi, de ce parc informatique. Et nous, tout ça, tout ce périmètre-là, on le couvre avec une plateforme unique, via une plateforme unique, tout en un, qui permet de se fournir en matériel, qui permet de gérer son parc existant et pour le sécuriser et automatiser tout ce qui relève de process, de procédures qui touchent au parc informatique, de l'assistance aux collaborateurs, en passant par l'ouverture d'accès, en passant par des politiques de sécurité, jusqu'à du coup cette revalorisation du matériel qui vient du coup réduire les externalités négatives inhérentes à la gestion d'un parc IT et donc avec des bénéfices écologiques induits. Donc, du coup, tout ça, on revient à Resilient, le pourquoi du comment, on est là pour allonger les durées de vie des flottes informatiques. Et du coup, ça fait effectivement écho à tout ce qu'on se disait précédemment. Pourquoi ? Parce que cette chaîne de valeur relevant de la gestion de parc informatique a plein de corollaires et il faut passer par plein d'étapes. Ou du moins, il y a plein de contraintes. Elles sont multidimensionnelles, ces contraintes. On s'en parlait du fait que on se parle de matériel, mais d'environnements de travail digitaux via lesquels on accède à son travail, ses méthodes de travail. Mais à nouveau, sans matos, on ne fait rien. Du coup, aujourd'hui, nous, on est la première plateforme qui vient synchroniser le matériel, l'environnement de travail digital, l'IT et la RH, la finance et ces procédures dont on se parlait, notamment pour assister le collaborateur. Et toutes ces tâches-là, l'IA vient faire le liant, vient automatiser. Parce que toi, Jérémy, t'appartiens à tel département dans ton organisation qui a telle contrainte en termes de hardware, mais aussi d'accès à tel logiciel, on vient automatiser la prise de commande certes du matériel, mais surtout le déploiement de ton accès dans tel logiciel au moment où tu le reçois. Tu vois, nous, on est en capacité de savoir quel est l'état de santé de ton parc et donc, du coup, de manière préventive, de faire de la maintenance qui vient allonger ainsi la durée de vie du parc avec les économies induites, les galères qu'on s'évite. Donc l'IA, chez Resilient, est un liant entre tout un tas de tâches qui sont singulièrement différentes. Ouais, ok, ça y est, je le tiens. Parce que ça me ramène à mon ancienne vie, parce que comme on peut encore dire que chez The Tech Nation, on fait encore la télé d'une startup et qu'on fonctionne comme une startup. Quand on a besoin d'un ordinateur, on va chez Apple et puis on en achète un. Et donc, on va pour l'instant pas encore aussi en profondeur là-dedans. Par contre, c'est vrai que moi, je me rappelle à chaque fois que j'avais un collaborateur qui arrivait dans mon équipe sur mon ancien job, j'avais ce fameux petit formulaire à remplir où il fallait que j'écrive toutes les choses dont il avait besoin. Et puis, si j'oubliais, je sais pas, de le mettre dans tel groupe mail ou d'écrire qu'il fallait les droits à telle chose, le service IT n'allait pas le traiter, donc n'allait pas lui donner, et donc on pouvait parfois perdre plusieurs jours, voire plusieurs semaines opérationnelles, parce qu'il y avait eu un oubli. Et donc j'imagine que ton agent, celui que tu crées, il vient faire ça en fait. Il vient exactement. Conseiller, mais comme ton gars est commercial, est-ce qu'il ne faut pas lui rajouter ça ou ça ou ça par Exactement. Et en fait, là, le constat que tu fais, il est lié à un truc très 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 terre à terre et pragmatique, c'est que
il n'existait pas ou peu d'outils qui venaient lier et synchroniser le hardware avec l'environnement de travail digital, non sans parler du fait que l'IT a toujours été le parent pauvre, enfin un peu le parent pauvre de la tech. Or aujourd'hui, avec des contraintes technopolitiques et business très, très différentes de par le passé, c'est de plus en plus important. Non sans parler du budget lié à nos smartphones ou nos laptops qui ne coûtent plus 400 € sur des sites de matériel reconditionné, mais sont plutôt le double, voire le triple du prix. Donc, il faut créer les conditions pour maintenir en conditions opérationnelles et sécurité un parc informatique. Au-delà de pouvoir faire se parler des interlocuteurs en entreprise qui souvent ont des objectifs et des manières de fonctionner différentes. Les IT et les RH, la finance et les apps. Et en ce sens, là encore, notre plateforme Elia OnTop vient faire le lien, automatiser plein d'actions pour justement simplifier tout ce qui relève de la gestion d'un parc informatique, et ce, de manière souvent préventive. C'est hyper intéressant parce que tu as fait le lien de manière très concrète, quoi, entre un problème physique et ce que peut nous apporter une IA pour régler un problème physique. Ouais. Et du coup, ça m'amène aussi à faire la marche inverse, de me dire, OK, on se parle beaucoup aujourd'hui à nouveau de sujets très, très géopolitiques, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont des influences réelles sur notre usage technologique et inversement. Donc nous, pour redescendre un petit peu de quelques étages, l'IT, on vient le simplifier. La gestion d'un parc IT, on vient le simplifier. Et on vient créer du lien entre les différentes personnes, entre les différentes procédures, entre les différents objectifs, en réconciliant un peu tout ça depuis une plateforme unique. C'est comme ça que Resilient Enfin, c'est la vision qu'on a toujours eue pour Resilient. C'est la vision qu'on commence un tout petit peu à éprouver maintenant après quelques années d'activité et quelques centaines de clients dont on gère le parc informatique. Et effectivement, ça relève aussi de l'influence de l'intelligence artificielle, du coup, parce que on se rend compte que les profils qui sont en mesure de faire toutes ces tâches expertes relevant de la gestion de parc informatique depuis notre plateforme sont de moins en moins experts, en fait. Et c'est ça l'IA, finalement, c'est être en capacité d'augmenter l'expertise, d'augmenter les méthodes plutôt que de les remplacer. Il faut toujours quelqu'un, finalement, pour le faire. Alors, faire quoi ? Qu'est-ce qui sera plus fait demain par un humain ou décidé par un humain ? Et qu'est-ce qui sera automatisé comme prise de décision ? C'est un peu la question qui se pose, mais on vient, nous, capitaliser aussi sur cette dynamique-là. Et les perspectives pour Resilient sont incroyables. Parce que l'IT, c'est quand même, dans les grosses boîtes en tout cas, c'est quand même très souvent un sujet de friction. Donc c'est vrai que si tu arrives à enlever ces frictions-là, ça apporte beaucoup. Et on vient désiloter finalement tout ce qui relève de la gestion de parc IT. Ok. Génial. Et alors, je suis content parce que je ne sais pas si tu en as fait exprès ou pas, mais il me semble qu'il y a quand même une grosse composante d'impact chez Resilient. On a parlé un peu, mais pas beaucoup. Mais du coup, j'ai envie de te proposer d'y revenir un peu, même d'ailleurs en l'élargissant aussi. La dernière question traditionnelle sur ce podcast, c'est comment tu t'efforces d'avoir de l'impact sur ton écosystème. J'ai une petite théorie que j'appelle la théorie des curseurs. Je considère que chaque entreprise ou chaque être humain doit s'efforcer d'essayer d'avoir un impact positif sur son écosystème, que ce soit social, sociétal ou environnemental. Bien sûr. Et que, selon moi en tout cas, la façon la plus efficace, c'est de pousser fort les curseurs sur lesquels on est bon et de garder un œil sur les autres. Comment est-ce que... C'est quoi, toi, les curseurs que tu aimes, sur lesquels tu aimes pousser et comment tu le fais ? Très vaste sujet. Je vais essayer d'y répondre de manière un peu concise. D'abord, tu auras compris que l'ADN de notre organisation vient d'un objectif de durabilisation finalement d'une activité qui était une activité de conseil à l'époque, qui est devenue une activité assez techie ensuite. Donc, on a déjà ça comme élément constitutif de notre organisation. Pourquoi l'IT pour Resilient, même en termes perso ? Parce que c'est un levier pragmatique pour agir. En fait, on ne reste pas dans le concept. Quand tu viens allonger la durée de vie d'un matériel informatique, tu fais faire des économies aux gens, tu réduis l'empreinte environnementale relative à ce même poste de travail, tu viens accompagner le collaborateur derrière l'ordi, très humain, tu l'auras compris, qui travaille,
Donc tu réduis ces galères, tu réduis sa charge mentale, tu réduis bien sûr aussi les externalités environnementales relatives à ces galères-là. Et évidemment, avec ces impacts indirects positifs qui relèvent de la limitation de la construction ou la manufacturing des appareils informatiques, etc. etc. Donc nous, pour revenir à ta question, déjà dans notre organisation, on cherche à valoriser des notions qui relève de l'inclusivité, bien sûr, qui relève de l'acculturation à l'impact au quotidien, qui relève aussi d'une forme de respect de différentes valeurs, dirons-nous, relevant de la durabilité. Dans les faits, quand même, les outputs de notre activité sont éminemment durables en termes économiques, en termes écologiques, en termes sociaux. Liées aux terres rares notamment, etc. Et bien entendu aussi en termes de reporting, parce que c'est aussi de ça dont on se parle, on vient limiter plein de risques inhérents à ce que pourrait constituer le futur de la compliance environnementale, parce que on fournit et on aide à la création de bilan carbone IT, on permet de monitorer plein de facteurs relevant du Green IT en l'occurrence, et ce via notre technologie, via notre IA aussi. Et c'est finalement de manière très très pragmatique qu'on s'est positionné. Il s'avère que pour le coup, et on le voit aujourd'hui dans l'industrie, tu vois là, finalement, une forme d'automatisation ou de plateformisation de l'IT management au sens large n'advient pas, et c'est peut-être pour le mieux, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de standardisation non plus du matériel, des usages et de la manière dont on utilise ce même matériel dans une organisation, au sens de coordination. Donc, il en vient de se dire qu'il y aura toujours, il y a encore beaucoup d'humains dans la prise de décision et dans la personnalisation relative à la gestion de parc IT. Donc, en fait, nous, on vient accompagner le processus et les objectifs Green IT, et ce, depuis le départ. Ok, parfait. On peut toujours faire mieux, mais c'est déjà un beau et gros morceau. Ouais. Tu as raison, c'est vrai que si tu allonges la vie, je sais pas, il t'a une petite stat, quand tu allonges la vie, vous arrivez à allonger la vie d'un ordi ou d'un téléphone de X temps, X mois, X années ? Ouais, de 14 mois en moyenne. Ok. Donc, c'est-à-dire que entre un fournisseur traditionnel d'équipement IT et toi, il y a en moyenne 14 mois de différence de produit. Ouais. C'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'on vient limiter les contraintes d'usage. On sait te dire, toi, Jérémy, attention, tu es en train de surutiliser tel truc, file ton ordi à ce stagiaire dont on sait arrive dans 4 jours, parce qu'on est connecté, bien entendu, à tes outils RH ou à tes outils IT et ton stack tech. Et donc, dans ce cadre, effectivement, on vient d'allonger substantiellement la durée de vie du parc informatique, et ce avec bien entendu les bénéfices financiers induits, parce qu'à nouveau on est des pragmatiques, on est des businessmen, c'est financier, c'est réel, et il faut juste se replacer dans le contexte de l'impact de l'informatique au sens large, qui est plus fort que quand même l'aviation civile. Ah ouais. L'aviation civile, c'est à peu près 4% des gaz à effet de serre au sens en tout cas c'est à peu près 4% de l'émission des émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Et l'informatique, c'est supérieur à ça. Ok. Donc, de quelle ordre tu connais le chiffre Les chiffres actualisés, je les ai pas. Je sais juste que l'informatique, au sens très large du terme, relève de plus de 4,2% justement des émissions. Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend pas tellement compte. Non, parce que aussi c'est moins tangible. On a moins intérêt et on a moins. Oui, c'est facile de se dire j'essaie de moins prendre l'avion. Par contre, de se dire je m'achète pas de téléphone. Ouais, et puis on ne reviendra pas en arrière non plus dans nos usages. Il faut juste se dire qu'on fait différemment. Ok, clairement, oui, c'est ça. Top. Bon, écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'était une belle ouverture. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, surtout. D'avoir pris la peine de nous expliquer tout ça. C'était hyper intéressant. Merci aussi à tous nos partenaires, et notamment aujourd'hui à toute l'équipe de la French Tech qui nous accueille encore une fois dans ce beau studio 54. Merci et beaucoup. à Hugo derrière les machines, et à toute l'équipe qui va monter cet épisode. Petite anecdote, tu savais que Hugo était en stage chez Resilient avant d'arriver ici. Très marrant. Magnifique. Et voilà, le monde est petit. Barcelone est un petit monde. On était à Barcelone, encore une fois. Ouais. À très bientôt. Merci, Jérémy. Merci, et merci Hugo. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Il a été coproduit avec Palmbox Agency, notre partenaire.
À très vite.